L'hypothétique gisement d'hydrocarbures non conventionnels, risques et enjeux. Je dois quand même vous présenter un peu de géologie dans ce cas-ci. Alors, tout d'abord, rappeler rapidement ce que c'est qu'une roche-mère. Alors, une roche-mère, c'est par exemple la couche foncée ici, une couche géologique, sédimentaire, des sédiments accumulés avec la matière organique, 3 à 4 de matière organique qui peuvent donner naissance à des hydrocarbures avec le vieillissement, avec les temps géologiques. Alors donc, cette matière est intimement mélangée dans toute la couche géologique. Anticosti, qui fait plus de 7000 km², ou le schiste d'Utica, 10 000 km² dans sa partie centrale. Donc, on parle dans l'ensemble de cette couche, sur 10 000 km² par 100 mètres ou 40 mètres d'épaisseur, vous avez peut-être 2-3 de matière organique formés sous forme de gaz ou sous forme de pétrole. Alors, ces gisements-là, donc, pour les exploiter, il faut aller les forer dans leur totalité. C'est-à-dire un forage ou 2 forages par kilomètre-carré, ça prend des dizaines de milliers de forages. Les gisements conventionnels, juste un mot, j'en parlerai pas ensuite dans le restant de la présentation, il faut savoir qu'ils sont formés aussi d'hydrocarbures qui venaient d'une roche-mère, mais sur des échelles de temps qu'on peut compter en millions d'années, ces hydrocarbures auront migré. Les roches sont tellement peu perméables que c'est emprisonné en Anticosti depuis 450 millions d'années. Hein. Alors, pour aller extraire ça, il faut changer complètement le massif rocheux. La nature aussi a, avec le temps, permis une certaine migration, et quand on a du pétrole conventionnel ou du gaz conventionnel, il y a une ségrégation qui s'est faite, et ce sera bien différent de ce qu'on va retrouver dans une roche-mère. Quand je dis bien différent, c'est qu'ici, on peut aller par un nombre limité de forages, de puits, aller soit capter le pétrole, soit capter le gaz. Quand on capte le gaz, par exemple, l'Office national de l'énergie a estimé que pour les gisements conventionnels, on va chercher 95% du gaz présent. Pourquoi? Il est dans une roche, il est dans un piège stratigraphique, une roche qui est naturellement perméable. Il n'y a pas besoin de fracturer. Le temps a été là pour nous l'amener dans une concentration. Les gisements non conventionnels, un exemple dont on parle beaucoup, je vais vous présenter en 2 mots, c'est celui du shale de Bakken, qui est à peu près 10 fois plus grand que celui d'Anticosti. Donc, c'est au Dakota Nord. Ça déborde un peu sur la frontière Saskatchewan-Manitoba. À l'intérieur de la courbe en vert, ici, on a environ 10 fois la superficie d'Anticosti. Voici une coupe géologique. Alors, beaucoup de mes diagrammes vont être des coupes géologiques. Imaginez qu'on a une tranche du terrain. Vous avez une foreuse ici, un forage horizontal illustré. Et le Bakken, ce sont 2 couches de roche-mère qui se forment environ 45 mètres d'épais en tout. Et au centre, il y a une couche de dolomie qui est un peu plus perméable. C'est un gisement qui était exploité de façon marginale avant même qu'on fasse de la fracturation hydraulique. Mais disons, du pétrole liquide, il y en avait déjà connu dans le Bakken, ce qui n'est pas le cas en Anticosti. Alors, c'est à 3000 mètres de profondeur, en général, en moyenne, et on estime qu'il y a 4 à 5 milliards de barils qui serait récupérable sur 410 milliards en place. Il y a aussi du gaz associé. Et le gaz associé, même si on est dans le nœud des gazoducs, oléoducs, hein, dans ce coin-là, là, vous êtes près de l'Alberta, vous avez, je n'ai pas représenté les conduits, les centres de distribution, mais on sait bien, avec ce qui est arrivé à Mégantic, que malgré tout, ce gaz-là, il n'est pas transporté, il est commercialisé seulement aux 2/3, il est brûlé sur place. Ça équivaut à la pollution que produirait 1 million d'automobiles. Si on réussissait à arrêter le torchage au Dakota Nord, on sauverait l'équivalent d'1 million d'automobiles en termes de pollution, en termes de gaz à effet de serre. Alors donc, c'est pas négligeable cette quantité. Les chiffres sur lesquels je veux arriver, ils sont très importants parce qu'on a lancé toutes sortes de choses et je vais y revenir un petit peu plus tard dans ma présentation. Mais regardez, un document officiel, là, ça vient pas Oil and Gas Journal, c'est pas un groupe écologiste. Là. Je prends mes chiffres de l'industrie. Alors, vous avez le gisement Bakken qui est ici, 413 milliards de barils estimés. Il y a eu d'autres estimés qui sont sortis avant et après, mais celui-là il date de mars 2012. Alors, on estime qu'il y a 5 milliards récupérables, donc le taux de récupération est 1,2%. Dans d'autres gisements, Eagle Ford, c'est plutôt estimé à 1, 1,4, 1,2. Ici, il y en a un qui est à 2,8. Celui-là, 5,6, c'est Elm Coulee. C'est une sous-division du Bakken, donc ce n'est pas tout à fait un gisement de roche-mère. Il y a également du conventionnel dans ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on récupère peu? C'est que j'ai expliqué que la roche est très peu perméable. Même si on la fracture, on va avoir la première année probablement les 2/3 de ce que le puits va donner dans les premiers 12 mois. Ici, c'est une moyenne de
Il y a 6000 puits en production au Dakota Nord, donc ce diagramme, je l'ai traduit. Il est assez représentatif de ce qui se passe dans ce gisement et dans d'autres gisements. Alors, la première année, donc on a les 2/3. La deuxième année, il nous en reste à peine un cinquième, et ainsi de suite. Donc, au bout de 3 ou 4 ans, le puits entre dans la marginalité. Si on le maintient en production, ça paie, c'est parce que le tuyau est déjà là, mais ça paie à peine. Normalement, les puits, beaucoup plus intéressant d'aller en forer de nouveau. En fait, il faut forer des milliers de nouveaux puits chaque année, simplement pour compenser la diminution des 6000 puits existants. Alors, si la production augmente, c'est parce qu'on a, en fait, un nombre qui va croissant de nouveaux puits chaque année. Pourquoi est-ce que cette production va de façon décroissante aussi rapidement? Bien, tout d'abord, là, je vous représente une zone de vision microscopique. Les géologues, on aime bien regarder à la fois la planète dans son ensemble, mais des fois au microscope, on peut regarder une petite fissure d'1 millimètre. Vous avez une échelle 5 mm, des petits grains de sable ici, une fracture qu'on viendrait de créer par fracturation hydraulique. J'ai représenté ici un shale, cette coloration plus ou moins réelle. Vous avez ici une zone agrandie. Dans les micropores, on va avoir à la fois, si on parle d'anticosti, on va avoir à la fois du pétrole, des hydrocarbures en jaune, et à la fois du gaz comprimé, bien sûr. Les deux sont associés dans la roche-mère. Peut-être une des explications qu'on trouvera au fait que pourquoi est-ce que ça a explosé, hein, les wagons? Du pétrole brut conventionnel n'a pas la même composition qu'un pétrole qu'on sort directement de la roche-mère, comme ça. Dans la roche-mère, vous avez l'ensemble de toute la gamme des molécules d'hydrocarbures, y compris des plus légères, méthane, éthane, propane, butane, etc., jusqu'aux molécules qui, elles, sont liquides et forment le pétrole. Lorsqu'on fracture, qu'est-ce qui se passe? Dans les premiers jours, vous allez avoir très, très près de la paroi, et là, on parle de quelques millimètres. À quelques millimètres, des nouvelles fractures. En fonction du temps, j'ai mis que le pétrole et le gaz sortent. Ça prend des siècles et des millénaires et probablement des centaines de milliers d'années pour que ce processus se complète, comme dans les cas naturels. La perméabilité est modifiée par cette fracture, bien sûr, mais le reste du massif, il est tout aussi imperméable qu'il l'était avant. Et les mesures qu'on fait en laboratoire montrent que sous un gradient de 1, par exemple, ça prend 30 000 ans pour parcourir 1 mètre. Dans un shale typique, il y en a qui sont plus perméables, d'autres moins perméables. Donc, vous ne pouvez pas, en quelques années, penser que vous avez fait autre chose qu'écrémer. J'ai mis ici une petite animation qui montre, bien sûr, que le pétrole bouge un peu plus lentement. La molécule de méthane est beaucoup plus petite. Alors, le résultat de ça, c'est résumé sur cette courbe ici. Quand vous avez une production, les premières années, c'est exploitable économiquement, mais vous arrivez à un seuil où c'est plus très, très intéressant, beaucoup plus intéressant d'aller faire de nouveaux forages. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va boucher le puits. Si on avait laissé tout simplement le puits en production avec des débits faibles, peu intéressants, on aurait continué jusqu'à un temps infini. Il n'y a pas de débit zéro, contrairement à ce que disent les compagnies et l'industrie. Il n'y a jamais de débit zéro dans leur courbe de production, ni dans les projections de courbe de production. On n'a pas des courbes très longues jusqu'à maintenant. Les puits les plus anciens, ça a démarré au Texas vers les années 2008-2007. Bacon, c'est en production avant, mais la vraie production de pétrole de shale était relativement récente, quelques années. Donc, il y a relativement peu de puits, mais certains arrivent vraiment à être dans la zone marginale. Quand on ferme un puits, qu'est-ce qui va se passer? Si on avait continué, on aurait vu ça, mais si on bouche ici, qu'est-ce qui va se passer? On va évidemment avoir un diagramme en termes de débit-pression, donc remise en pression. Alors, un puits, un schéma de puits, ici, ceux qui connaissent mes documents, vous allez reconnaître ce diagramme. Je l'avais fait pour l'UTICA, mais ça résume l'ensemble de ce qu'il y a à comprendre dans la problématique des puits telle que je la soulève. Voici un territoire d'1 kilomètre par 1 kilomètre. La nappe phréatique, c'est la petite couche en bleu. Ça, c'est un puits, ici, qui plonge verticalement, disons, à 1200 mètres de profondeur, qui se prolonge, dans ce cas-là, sur 1000 mètres à l'horizontale. Tout ce qui est en vert, c'est la zone qui va être affectée par la fracturation hydraulique. Donc, dans toute cette zone, entre 50 et 150 millions de mètres cubes, on va avoir des fractures nouvelles qui vont être créées. J'ai superposé le diagramme précédent, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Alors, pendant qu'on produit ici, pendant les années où on écrème, en fait, on récupère le pétrole et le gaz qui est près des fractures. Là, on arrive à la fin de production, mais vous voyez quand même, ça continue, c'est en fonction des siècles, millénaires, etc. Alors, la remise en pression des puits, elle est inévitable dès qu'il y a présence de gaz. Un élément absolument important à savoir, pour l'UTICA, comme dans les cas de tous les hydrocarbures de type gazeux, 80% du méthane est encore en place quand on ferme le puits. Quand c'est plus commercial, il en reste
plus 4 fois plus que ce qu'on en a sorti. Et dans le cas du pétrole, je vous ai donné le chiffre du bacon, ça serait probablement des valeurs comparables anti-Costi. On aurait 1, 1,2, 2% si on est très optimiste. On a sorti des chiffres comme 5%. C'est tout à fait farfelu. Il n'y a aucun gisement d'hydrocarbures de roche-mère qu'on peut espérer exploiter avec des taux dépassant 1 ou 2%. Ça signifie que vous fermez le puits, il reste encore 98 et 99% du pétrole. Vous fermez le puits, la réglementation dit vous devez mettre un bouchon de béton, minimalement 20 mètres. Ensuite, ce qui est prévu dans la réglementation, c'est obturer en surface, c'est-à-dire on coupe la tête de puits, on soude une plaque d'acier et on fait une restauration. Le ministère de l'Environnement passe, donne un permis, la compagnie cesse de payer ses droits d'exploitation, le puits ne l'intéresse plus. Tout ça retourne dans le domaine public. En surface, nos réglementations se préoccupent beaucoup de ce qui paraît, juste ce qu'on voit en surface. Mais à 1 mètre sous la surface, cette structure de 1000 mètres de long, et un autre 1000 mètres ici, le massif de roc fracturé, il est impossible de remettre ça à l'état intérieur et ça continue le processus géologique qu'on a enclenché ici pour les siècles et les millénaires qui suivent. Alors, les puits vont durer combien de temps? Ça, c'est une question que j'ai posée, qu'on m'a posée, à vrai dire, à citoyen ordinaire. La première fois que j'ai donné cette conférence. Et ça dure combien de temps, ce bouchage? Une sacrée bonne question. Voici un puits abandonné. On a terminé. Tout le massif rocheux est fracturé ici, en étendue, 10 000 ou 7 000 km², selon qu'on est dans l'Utica ou dans le shale de Macasti. En parenthèse, c'est la même formation géologique. Elle change de nom, Anticosti, mais c'est la même unité, même âge géologique, même couche géologique. Ici, il y a 3 puits qui sont montrés, parce qu'il faut les mettre à tous les... On les regroupe par plateforme, mais à tous les 2 ou 3 kilomètres, on va avoir des ensembles de 5-6 puits. Vous verrez ça tout à l'heure. C'est bouché ici, puis tout ça, c'est maintenant devenu entre 100 000 et 1 million de fois plus perméable que c'était auparavant, mais ça forme maintenant une couche conductrice pour les fluides de façon continue. Alors, ce qui va se passer en fonction du temps, et je préciserai combien de temps ça prend. Dégradation des coulis de scellement, ils appellent ça du béton, c'est pas du béton, c'est un mélange qui ressemble plus au mortier que vous mettez entre vos joints de céramique. Donc c'est ça qu'on met, c'est pour tenir le tuyau. Ça n'est pas étanche, la preuve, les 2 tiers des puits dans l'Utica fuyaient, même si le bouchon avait 2000 mètres de long. Donc imaginez, il s'est mis en place de façon très très sommaire. Il est impossible de faire un bon job. L'explication que le travail était mal fait, c'est pour ça que les puits fuient, ça ne tient pas. Je suis ingénieur, je connais les techniques de mise en place du vrai béton. Et même quand on coule un béton pour une fondation de maison, par exemple, vous avez là un espace de peut-être 30 cm ou 20 cm sur 2 mètres de haut. Puis quand vous démoulez, parfois vous apercevez qu'il y a des petits endroits, et là, c'est pas parfait. Dans le cas d'ici, le scellement, là, c'est sur environ 2 cm sur 2000 mètres de long, et c'est mis en place à partir du bas, remontant jusqu'en haut. Puis il y a un retrait de 3 à 6 % dans le béton, qui se traduit par un paquet de fissures, donc un paquet de vide dans le coulis. Alors, ça sert de chemin pour la corrosion. Alors, quand on a terminé l'exploitation d'un gisement, qu'est-ce qui se passe? On présente souvent du côté de l'industrie en disant c'est impossible qu'il y ait contamination entre les nappes qui sont en bleu en surface et la zone où on a fracturé. C'est impossible qu'il y ait contamination parce qu'il y a 1000 mètres de roc imperméable entre les deux. Mais si vous avez percé 12 000 trous dans quelque chose qui est imperméable, si vous avez une baignoire en fonte bien étanche, vous percez des centaines de trous dedans que vous rebouchez avec du plâtre. Alors, la question que vous posez pour l'étanchéité, c'est plus la nature de votre baignoire. Elle est radicalement changée. Quand on dit 1000 mètres de roc qui servent de barrière imperméable entre la couche ici et la surface, c'est dans les conditions naturelles. À partir du moment où on vient forer là-dedans, ça ne tient plus du tout. Tout ouvrage, que ce soit un viaduc, on ne parlera pas du pont Champlain, ça a une durée de vie. Aucun ingénieur qui va dire qu'il construit une structure et qui va dire qu'on le garantit pour 10 000 ans. Ça n'existe pas. Donc, il y a un comportement technique. Alors, quand vous avez un viaduc neuf, il va supporter des camions lourds. Au bout d'un certain nombre d'années, si on a mal entretenu, les puits, on ne les entretiendra pas du tout. Alors, il va y avoir donc une diminution. Là, il y a une falaise, je dirais, d'ingénierie technique. Comment un ouvrage dont la capacité diminue en fonction du temps pourra-t-il résister à une sollicitation qui, elle, augmente en fonction du temps? C'est évident que les puits vont fuir. Et cette assertion n'est pas qu'une supposition qu'on peut faire. La capacité d'un puits bouché, là, c'est de résister à la pression du gaz. La pression du gaz va augmenter, elle, en fonction du temps. Juste un dernier mot là-dessus, c'est qu'il y a aussi un paquet de discontinuités naturelles qui peuvent servir de fuite et qui servent de fuite. Les ministères inspectent juste les têtes de puits, mais par les failles, par les fractures naturelles, ici c'est des contacts avec des couches, des intrusifs, etc., il y a une différente possibilité. Ici, un diagramme, je ne suis pas économiste, mais j'ai mis 3 étapes dans le temps. Exploration, exploitation, abandon, en termes de revenus-dépenses. Alors, quand c'est en vert, on peut dire que la société fait de l'argent.
On n'en fait pas beaucoup avec la vente des permis parce que c'est environ 200 000 $ par année que le gouvernement a récolté. Et juste la mise sur pied de la commission DES pour étudier les gaz de schiste, ça coûte 7 millions. Donc, il a fallu engager des inspecteurs qui n'avaient pas prévu avoir besoin au gouvernement. Donc, on est vraiment en déficit ici. Mais on dit, quand on va être en exploitation, on va toucher des redevances. Moi, je dis, qu'est-ce qui va se passer quand la durée de vie de ces puits arrivera là, en fin de course? Ils seront dans le domaine public. Le plan d'affaires de l'industrie et malheureusement des gouvernements, ils n'ont réfléchi que sur ces 2 premières étapes. Ce qui va se passer après, personne encore s'est posé la question, et surtout pas l'ES, qui n'étudiera vraiment pas cet aspect-là. Je suis allé témoigner devant, essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Ils ont une vision qui est calquée sur le schéma de l'industrie, et ça s'arrête là. Pourquoi? C'est parce que c'est dans le domaine public. Ça tombe dans le domaine public. J'ai cherché sur Internet « Lifespan of Well », durée de vie des puits. Faites-le, l'exercice. Vous allez trouver 3 articles qui parlent de la durée de vie technologique qui sont signés par moi. Mais vous ne trouverez aucun article qui ne traite la durée de vie des puits autrement que sur l'aspect économique. Pendant combien de temps un puits est payant? Alors, donc, la durée moyenne des puits, comme un ouvrage, là, si on fait une courbe en cloche statistique, il y en a qui vont céder bien avant, il y en a même qui vont céder dès qu'ils sont neufs ou après un an. D'autres vont résister peut-être plus longtemps, mais une courbe statistique, vous prenez 100 viaducs, tous construits pareil, ils vont pas céder en même temps, vous allez avoir une distribution comme ça ici. Il y a eu une étude qui a été faite sur des puits de gaz de schiste abandonnés, on n'en a pas. Des puits de pétrole de schiste abandonnés, on en a encore moins. L'US Mineral Management Service, ça c'est l'autorité américaine qui supervise les puits de pétrole aux États-Unis, en association avec la firme Schlumberger, encore une fois, c'est pas un groupe écologiste. Ils ont fait une compilation sur un peu plus de 15 000 puits dans le golfe du Mexique. Et cette compilation montre que les Sustained Casing Pressure, si vous voulez, c'est des puits qui se mettent en pression de façon normale. Et on a ici un puits sur 20, 5% des puits qui, même neufs, même au moment où ils viennent d'être, au moment où on vient de faire le scellement, là, le problème est au niveau du scellement du puits, les espaces entre le roc et le tubage d'acier. Il y en a 1 sur 20 qui présente des problèmes, mais dans leur compilation, ce qui est intéressant, c'est qu'on la trouve, la durée de vie moyenne des puits, faite avec les mêmes technologies. Vous voyez qu'au bout de 15 ans, il y en a 1 sur 2. Quand il y en a 1 sur 2, on est au sommet de la courbe en cloche. Et si on continue au-delà de 15 ans, ben on va arriver à 100% quelque part. Pourquoi est-ce qu'un puits abandonné, une fois qu'on l'a laissé en place, fait d'acier et de coulis, pourquoi est-ce qu'il durait éternellement? J'ai posé la question dans un débat et l'opposant disait que Dieu est éternel. Nos puits sont éternels. Mais je dis, pourquoi vous ne vendez pas votre recette de béton et de coulée et d'acier aux constructeurs de ponts? Vous avez fait bien plus d'argent que d'aller chercher du gaz de schiste. Du béton éternel, ça serait une invention absolument fantastique. Et on sait bien que ça n'est éternel pour eux, tout simplement parce que ce n'est pas une préoccupation des exploitants, parce que leur responsabilité est très diluée à partir du moment où ils ne sont plus. Est-ce qu'on peut extrapoler des données de puits conventionnels? L'industrie dit, oui, on a beaucoup d'expérience à partir des puits. On en a des millions de puits en Amérique du Nord. On sait ceux qui fuient, on sait comment les réparer, etc., etc. C'est la même technologie, sauf qu'on ajoute la fracturation dans le cas des puits de gaz ou de pétrole de schiste. Alors, j'ai fait un estimé ici. Dans des puits conventionnels, il y en a en Gaspésie. Certains émettent du gaz un petit peu. Donc, un puits conventionnel qui a traversé des formations sédimentaires du même type, là, ou un puits anticosti, par exemple, ça se peut qu'il fuit, ça se peut qu'il y ait un petit peu de gaz qui fuit, parce que le fait de forer 1000 mètres de profond, par exemple, en supposant qu'il y a une section d'à peu près 1 mètre carré de roc perturbé par les opérations de forage, ça perturbe environ 1000 mètres cubes ici. Si on regarde un gisement conventionnel, un gisement conventionnel, c'est un forage, supposons qu'il est encore à 1000 mètres de profondeur, que ça, c'est une zone où il y aurait du pétrole ou du gaz, mais dans une roche très, très perméable. Encore une fois, on perturbe pas beaucoup. Quel est le changement apporté au terrain? C'est bien sûr la présence du forage ici. Donc, on a un volume de roc à peu près du même ordre de grandeur. Et si c'est un gisement de gaz, on va sortir le gaz. 95% du gaz va être exploitable. On va se ramasser avec, si vous voulez, une zone de roc poreux dans le substratum où l'eau souterraine va venir remplacer le gaz, mais il n'y a pas d'impact comparable à ce qu'on a dans le cas de ces nouveaux puits. Alors, les nouveaux gisements, bon, c'est un forage, bien sûr, vertical qui a un prolongement à l'horizontale. Si on s'arrêtait là, il n'y aurait pas trop de problème pour moi, en ce sens qu'il est 2 fois plus long, mais
il y aurait peut-être 2000 mètres cubes de roc perturbé. Ce qui change, c'est la fracturation. À partir du moment où on fait la fracturation, le volume de roc modifié, et quand je dis modifié, elle n'est pas petite, la modification, c'est vous augmentez la perméabilité de toute la couche là, sur 8000 km² par un facteur entre 100 000 et 1 million de fois plus perméable. C'est entre 5 et 6 ordres de grandeur, la modification de la perméabilité. Donc là, au lieu d'avoir 1000 mètres cubes, on a 50 à 150 millions de mètres cubes. Donc c'est 50 000 à 150 000 fois plus préoccupant l'impact que présenteront ces puits une fois abandonnés. Pour exploiter un gisement non conventionnel, vous avez une petite idée, vous avez vu ces genres d'images ici. En surface, ça occupe 6% du terrain, mais là, je vous balade un peu sous la surface. Sous terre, c'est 100% de la superficie qui est affectée, 100% de la superficie qui est modifiée en termes de perméabilité. Et s'il y a des fractures, s'il y a des voies de circulation naturelles, il y a un risque, une quasi-certitude, que ça va affecter la surface ici. Donc, j'ai fait un estimé que dans le cas d'Anticosti, on parlerait minimalement, même en les regroupant, 2000 plateformes peut-être, regroupant chacun 6 puits. Donc, on parle de 12 à 18 000 puits, peut-être, tout dépend de la longueur des puits qu'on fera dans cette zone-là. Alors, la question, juste avant d'aller directement sur Anticosti, l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère, Anticosti ne serait pas distinct, le schiste d'Utica ne serait pas différent. Il faut savoir que c'est des techniques relativement peu efficaces parce qu'on ne peut pas modifier la géologie de 50 millions de mètres cubes de façon aussi simple qu'en faisant de la fracturation. Il y a d'autres techniques qu'on pense faire, mais ça serait le même résultat. Alors, 20% dans le cas du gaz, 1 à 2% dans le cas du pétrole, c'est pas beaucoup. Et on écrème et on gaspille une ressource. Peut-être dans 3 générations, nos descendants seront plus intelligents et ils feront quelque chose de correct avec ça, mais c'est certainement pas quelque chose à faire en ce moment. Deuxième chose, c'est que donc ça modifie de façon irréversible, ça j'en ai parlé. C'est impossible de remettre le massif rocheux. Ça amorce un processus, la migration, mon petit diagramme microscopique là où les molécules de gaz bougent, c'est dans le temps, donc ça ne va pas s'arrêter quand on bouche le puits. Ça ne va pas s'arrêter, ça va remettre les puits en pression. Et il est impossible donc de remettre le 50 à 150 millions de mètres cubes de roc à l'état qu'il était antérieurement. Il serait techniquement possible, oui, Hydro-Québec a déjà bouché des fractures sur des barrages, ils ont dépassé 150 millions de dollars pour un volume à peu près 10 fois plus petit que celui qui serait impliqué par un seul puits. Donc, vous voyez, c'est une opération qui n'est pas techniquement rentable si on la faisait correctement. Alors, une industrie lourde, dans le cas d'Anticosti, ce serait donc des travaux dans l'île qui coûtaient 12 000 puits à 10 millions par puits, je vais y revenir tout à l'heure, là. Même si c'est étalé sur 5 ans, ça veut dire à peu près 5 milliards de travaux par année pendant 20-25 ans dans l'île. Vous pouvez imaginer, c'est quasiment, la baie James a coûté 7-8 milliards. Vous pouvez imaginer donc l'ampleur de ce que ça peut avoir. Alors, Anticosti, je vais terminer avec 3 éléments qui sont des problèmes qui sont spécifiques à Anticosti. La question du méthane. Ça, on n'en parle pas, mais il est là pareil. Deuxième question, c'est est-ce que ce sera rentable, même en termes techniques? Même sans parler de préoccupation environnementale, je vais vous présenter donc un petit calcul très, très sommaire. Et l'impossibilité d'avoir une distance acceptable entre le bas des nappes et la fracturation, ça, le gouvernement du Québec pense pouvoir régler ce problème-là par une petite astuce. On va revenir là-dessus. Alors, le cas du méthane, peut-être vous avez vu cette figure ici. C'est une carte faite par un satellite qui a été lancé à la fin de l'année 2011, qui montre une belle tache lumineuse ici. Vous avez Winnipeg ici, Regina, Saskatoon, des plus grosses villes, Chicago, Minneapolis, et une grosse tache ici. C'est le gisement Bacon. Il n'y a pas de ville là. La densité de la population qui est montrée ici, Minneapolis, Chicago, on reconnaît, mais au Dakota Nord, c'est pas habité. D'où ça vient? Les torchères. Essentiellement, c'est les torchères qui créent cette tache lumineuse au niveau de l'espace. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des données, mais j'en ai trouvé. Comparer le Bacon et le shale d'Anticosti. Dans le shale d'Anticosti, il y a probablement non seulement au moins autant de gaz associés au pétrole que dans le Bacon. La donnée que j'ai trouvée, moi, c'est qu'il y en a 3 fois plus. Alors, s'il y en a 3 fois plus, Anticosti, je vous disais que ça équivaut à 1 million de voitures avec 6 000 forages dont le gaz va à la torchère. Qu'est-ce que ça donnerait sur Anticosti? Je blague en disant on fera la chasse aux chevreuils de nuit, mais écoutez, on blâme le Dakota, on blâme les Américains en disant ils ont une réglementation qui permet ça, etc., etc. Ben voici la réglementation du Québec quant au torchage. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura aucune redevance récoltée si le méthane n'est pas commercialisé. S'il est brûlé à l'air libre, vous ne payez rien.
Il n'est même pas comptabilisé dans les gaz à effet de serre dans le bilan du Québec. Si on devait le comptabiliser, ça tuerait la rentabilité du projet. C'est-à-dire, si l'exploitant devait payer pour l'émission en gaz à effet de serre de ce qui pollue, Anticosti, si on, par exemple, disons qu'on aurait 6 000, j'ai dit qu'il en prendrait 12 000 puits, disons 6 000 puits comme actuellement au Dakota, à l'étape qui sont rendus, équivalent à 1 million de voitures. Au Dakota, il y a 3 fois plus de gaz Anticosti. Si vous ne construisez pas un port méthanier à 1 milliard, si vous ne construisez pas un gazoduc, quelque chose, si vous vous contentez de la solution la plus économique permise par la loi du gouvernement du Québec, c'est quelque chose qui va équivaloir à 3 millions de voitures. Alors, oubliez vos plans d'économie d'énergie ou vos plans de gaz à émission de effet de serre au Québec. La mise en exploitation du gisement d'Anticosti est capable d'annuler ça d'un seul trait. Bon, l'autre point, c'est la question de rentabilité. Alors ça a fait un petit peu la manchette des journaux en juin 2012. C'est moi qui ai fait un petit calcul. J'ai dit, écoutez, on a 40 milliards de barils, et en fait, c'est 46 selon les estimés les plus probables. 32 milliards pour Petrolia, 12-14 pour Junex dans la partie sud. Bon, alors ça, c'est le baril en place. Je prends le chiffre optimiste. Je prends le même chiffre qu'au Dakota Nord. Supposons que ce soit 1,2 % récupérable. Pourtant, au Dakota Nord, on avait du pétrole liquide Anticosti. Le rapport Sproul mentionne qu'aucun des 20 forages étudiés, on a rencontré du movable oil. Il n'y a pas de pétrole encore liquide trouvé Anticosti. Donc, c'est encore plus spéculatif. Pour être prudent, il faudrait peut-être prendre 1 %. Mais à 1,2 de 40 milliards, ça fait 500 millions de barils. 500 millions de barils à 100 $ le baril. On peut être économiste, multiplier ça, donc ça donne 50 milliards de dollars. Les dépenses, par exemple, j'en avais entendu parler des milliards Anticosti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déjà parlé comme si c'était gratuit d'aller chercher le pétrole? Il faudra faire des forages pour aller le chercher. Alors, coût par puits, ça ne sera pas moins cher Anticosti qu'ailleurs aux États-Unis. Aux États-Unis, ça va entre 6 et 8 millions par puits. Mais il y a des infrastructures, alors en se projetant dans le temps, je crois que c'est un arrondi assez conservateur de parler de 10 millions, mais si on veut me chipoter et dire que ça va être juste 5 millions, ça ne changera pas grand-chose à mon calcul. 12 000 puits pour les 6 000 km², ça veut dire qu'on a 120 milliards de dépenses d'exploitation pour aller récupérer 50 milliards de pétrole. Alors, c'est pas pour rien qu'on aura de la difficulté à passer de l'étape des compagnies juniors à l'étape où il faudra négocier avec un vrai gros joueur qui est tout aussi intelligent que n'importe qui et qui est capable de faire ses estimés ici. Là. Je termine juste avec ça parce qu'il y a eu tellement de choses dites sur Anticosti, je ne les passerai pas sous silence. Vol du siècle, évidemment, j'ai jamais été d'accord avec un énoncé comme ça, mais c'était repris parce qu'on parlait vraiment de 4 000 milliards de barils. Vous voyez le journal La Presse qui reprend ça. Ils ont multiplié le 40 milliards de barils en place sans tenir compte qu'il fallait avoir des dépenses et qu'il fallait avoir un taux de récupération d'1 %. Donc, on parle qu'on a 4 000 milliards de dollars. C'est sûr, la dette du Québec, c'est 300 milliards en affaires de banque. Donc, tout le monde, tous les politiciens surtout, ont sauté là-dessus. Repris par les journaux, y compris Le Devoir, en avril 2012, encore le 4 000 milliards de barils. L'Institut économique de Montréal, un institut sérieux, lui, il dit on va être prudent, on va prendre seulement 10 % des réserves récupérables. Donc, il arrive à 400 milliards. Et c'est en grande partie sur cette étude que le gouvernement s'est basé en disant faut aller voir, il y a 400 milliards, même si ça coûte 120 milliards à les trouver. C'est de la poudre aux yeux, ça ne tient pas la route, c'est pas fait de façon sérieuse. Le dernier élément, c'est mon dernier point, et c'est assez important, parce que là, on entre dans quelque chose de très concret au Québec. Ça, c'est un diagramme présenté par l'industrie, vous l'avez vu dans beaucoup de publications repris, que les Américains disent, voici, on peut pas, et c'est une compilation pour tout le shale Barnett, plusieurs milliers de puits au Texas, les fracturations s'étendent quand même à certains endroits à 550 mètres, donc c'est pas négligeable. On vise toujours à 300 pieds, mais dans la réalité des choses, là, vous voyez ici 1800. Alors, donc, ça laisse entre le haut de la fracturation et le bas des nappes, on a quand même 1400 mètres ici, puis 1160 mètres là. Dans le cas du Marcellus, une valeur à peu près comparable, entre les plus hautes fractures, on remonte 550 mètres ici, et le bas des nappes à 240 mètres de profondeur laisse un 1500 mètres ici, et dans la partie moins du diagramme, un 1200 mètres ici. Anticosti, voici les profondeurs pour arriver au gisement. Alors, peu profond, 300 mètres ici et jusqu'à 2000 mètres de l'autre côté. Si on applique les normes qu'on a sur le diagramme, en étant assez conservateur, je vais mettre les nappes seulement à 200 mètres de profondeur. J'utilise, disons, 300 mètres comme l'extension des fractures, alors qu'on sait que ça peut aller à 550. Et au lieu de parler de 1500 mètres, disons qu'on va se contenter d'avoir un 1000 mètres de couverture. C'est ce que les compagnies disent, on garde 1000 mètres de couverture, etc. Ça signifie quoi sur Anticosti? C'est où les zones qui seraient possibles d'aller exploiter avec cette norme-là? Bien, tout ça, c'est exclu à l'exploitation. Tout ça, c'est exclu à l'exploitation par cette même approche prudente, qui n'est pas une norme, c'est ce que l'industrie fait aux États-Unis.
Le Balkan est à 3000 mètres de profondeur, ils n'ont pas de problème. Donc, les autres données, c'était sur des shales Marcellus et au Texas et en Pennsylvanie. Alors, le gouvernement du Québec, en juin dernier, en fait, en fin mai dernier, ici, il y a une proposition de règlement sur les eaux souterraines, propose de dire qu'on n'accordera pas de permis, éventuellement dans le futur, si entre une section de forage et le bas des nappes, on n'a pas la distance de 400 mètres. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, ça c'est le forage, c'est pas la fracturation. C'était fait sur commande, je pense. C'était fait essentiellement pour libérer Anticosti, rendre Anticosti exploitable. Et cette tranche de 400 mètres, bien, ça signifie que c'est dans ce 400 mètres que les fractures vont pénétrer et vont peut-être arriver directement jusqu'au niveau de la nappe. Alors ça, c'est la fin. Merci.